Bonjour les amateurs de livres, bienvenue sur la chaîne Voix Livre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos. Aujourd'hui, nous abordons le livre Germinal de l'auteur Émile Zola. Ah, Germinal, un sacré monument, oui. On va essayer de plonger dedans, de voir ce qui fait sa force. C'est ça, c'est un roman qui nous emmène direct dans les mines de charbon du nord de la France, fin 19e siècle. Tout à fait. Et on suit un personnage, Étienne Lantier, un jeune homme qui arrive là, un peu perdu, cherchant du travail. Et il va découvrir une réalité brutale. C'est vraiment le cœur du naturalisme, hein. Explorer la misère, la lutte des classes. Oui, les conditions de travail inhumaines. Zola ne nous épargne rien. Mais il y a aussi l'espoir, la révolte qui commence à germer justement, d'où le titre. Alors préparez-vous, ça va être une exploration assez intense, je pense. On va suivre Étienne, mais aussi toute la communauté minière du Voreux. Oui, dans ce monde sombre, éprouvant, où la survie est un combat de tous les jours et où les tensions sociales sont palpables, elles grondent sous la surface. Allez, on commence. L'histoire débute avec Étienne qui arrive dans ce pays minier. Il fait nuit, un froid terrible, le vent qui souffle. Zola décrit une plaine désolée. On ressent tout de suite l'oppression. Ah oui, cette description initiale, elle pose l'ambiance directe. Le paysage lui-même, il est hostile, il reflète la condition des mineurs en fait. C'est déjà désespéré. Et là, il tombe sur le Voreux, la mine. Zola la décrit presque comme une bête affamée qui dévore l'obscurité. C'est ça. Et son premier contact, c'est avec Bonnemort, Vincent Maheu, c'est son vrai nom. Un vieux charretier. Et c'est tout. Il crache noir. Ça marque, hein 50 ans au fond. Carrément. Bonnemort, il incarne cette fatalité, ce déterminisme dont parlait Zola. C'est les générations sacrifiées. Son grand-père, son père, mort au Voreux, ses frères, tous y sont passés. C'est lourd. La mine, c'est pas juste un lieu de travail, là. C'est un destin écrasant qui se transmet. Exactement. Une sorte d'hérédité sociale, presque biologique avec ce crachat noir. Ensuite, Zola nous fait entrer dans le coron, dans la maison des Maheu. Le père, tout sa Maheu, la mère, la Maheude, et leurs 7 enfants. Entassés dans une toute petite maison, le réveil avant l'aube, la promiscuité. Oui, la misère est palpable. Le café, clair comme de l'eau rouillée, le pain qui manque tout le temps, la Maheude qui se plaint toujours du buffet vide, c'est très visuel. C'est une description quasi documentaire, hein. Le manque d'hygiène, la fatigue qui s'accumule. On se demande vraiment comment on pourrait tenir dans ces conditions. Se lever chaque jour sans être sûr de pouvoir nourrir sa famille. Qu'est-ce qu'on ressentirait? Terrible. Et puis Étienne, il a embauché, il remplace quelqu'un qui est mort d'ailleurs, et il descend pour la première fois dans le Voreux. Ah, la descente. C'est une expérience terrifiante qu'il décrit. L'obscurité complète, le bruit de la cage, la chaleur qui monte, l'humidité, les galeries tout étroites. Faut se contorsionner pour passer. C'est là qu'il rencontre Catherine Maheu. Au début, il la prend pour un garçon. Oui, elle travaille comme herscheuse. C'est elle qui pousse les lourdes berlines de charbon. Un travail de forçat. La mine est décrite comme un monstre, hein, qui avale les hommes. Le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30. Ça marque. Tout à fait. Et les conditions sont inhumaines, dangereuses. Le grisou, ce gaz explosif, qui est une menace constante, invisible, on ressent l'oppression physique, la peur. Le travail lui-même, les haveurs qui coupent le charbon, souvent couchés ou accroupis, et les herscheuses comme Catherine qui tirent et poussent ses wagonnets. C'est harassant. Et la paix dépend du nombre de berlines remplies. Ça pousse à une cadence folle et souvent, on néglige la sécurité. Le boisage des galeries, par exemple, pour gagner du temps. Un système qui pousse au risque, quoi. Mais Étienne apprend vite. Il gagne le respect de Maheu. Oui, mais les relations sont tendues, hein. Il y a Chaval, un autre mineur, qui est assez brutal. Il s'en prend à Catherine, lui vole un baiser de force dès le début. On voit aussi la Mouquette, une jeune herscheuse plus libre dans ses mœurs. C'est un microcosme social où la dureté de la vie rejaillit sur les rapports humains. La jalousie, la violence. Mais il y a aussi des petits moments de solidarité. Oui, comme quand Catherine partage ses tartines avec Étienne. C'est un moment assez touchant. Il lui parle un peu de sa mère, de sa haine de l'alcool. Des moments fragiles d'humanité. Dans un environnement pareil, qu'est-ce qu'on ferait pour survivre, pour garder un peu de dignité? C'est une vraie question. Et pendant ce temps-là, Zola nous montre l'autre côté, la famille Grégoire, à la Piolaine, des bourgeois qui vivent très bien, grâce à une seule action de la mine. Une action héritée qui a fructifié de façon incroyable. Et eux, ils savourent leur brioche, leur chocolat chaud. Ils sont complètement inconscients, satisfaits.
Oui, ils plaignent un peu les pauvres mineurs, mais de loin, quoi. Leur fille, Cécile, elle incarne cette innocence un peu naïve, très protégée. Le contraste est énorme, et Zola le fait exprès bien sûr. C'est pour dénoncer l'indifférence, la bonne conscience de cette bourgeoisie qui profite du travail des autres sans même comprendre leur réalité. C'est une critique féroce du capitalisme de l'époque. Et puis, la situation se tend à la mine. Il y a une crise économique, et la compagnie décide de changer le paiement du boisage. Ce qui revient en fait à une baisse de salaire déguisée. Les mineurs le comprennent très vite, et là, la colère commence vraiment à monter. C'est à ce moment qu'Étienne commence à changer. Il lit, il s'instruit, il a des idées socialistes, il commence à parler d'injustice, de la nécessité de s'organiser. On voit naître une conscience de classe, petit à petit. Étienne devient une sorte de leader, il canalise le mécontentement. Il débat avec Rasseneur, l'aubergiste, qui est plus modéré, qui veut négocier. Et il écoute aussi Souvarine, l'anarchiste russe, beaucoup plus radical, qui parle de tout détruire. Zola montre bien ces différentes voies possibles pour la révolte. Il crée une caisse de prévoyance pour tenir en cas de coup dur. Mais la compagnie voit ça d'un mauvais œil, évidemment. Une menace, oui. Alors une délégation, avec Maheu et Étienne, va voir le directeur, M. Hennebeau, pour discuter, pour essayer de négocier. Mais ça ne donne rien. Hennebeau reste sur ses positions, il défend la compagnie, le dialogue est impossible. On sent le mur. C'est un échec complet. Et cet échec, il pousse à l'action. La grève est votée. Et le vote a lieu dans un endroit spécial, une réunion clandestine, la nuit, dans la forêt de Vandame, près de Réquillart, une ancienne fosse. C'est très symbolique. Ah oui, cette scène dans la forêt, c'est un moment clé du roman. Des milliers de mineurs, dans le noir, puis sous la lune. L'ambiance est électrique. Et c'est Étienne qui prend la parole. Il monte sur un tronc d'arbre et il fait un discours puissant. Il parle de l'injustice, de la mine qui devrait appartenir aux mineurs, de la fin du salariat. Il enflamme la foule. Il met des mots sur leur souffrance. Il transforme leur résignation en colère, en espoir d'une société nouvelle, plus juste. C'est vraiment son moment, là. Il balaie les arguments de Rasseneur, qui se fait huer. Et la grève est votée, à l'unanimité, dans une sorte de ferveur. C'est le début de la lutte ouverte. Mais ça va être terrible. La grève commence. Le silence s'installe sur le Voreux. Mais la misère, elle s'intensifie de façon atroce. La petite caisse de prévoyance s'épuise vite. Oui, l'aide de l'international est faible. Et là, Zola nous montre la fin. La fin qui devient presque un personnage. Maigrat, l'épicier qui tenait tout le monde avec le crédit. Et qui abusait de sa position avec les femmes. Il coupe les vivres. C'est terrible. La Maheude devient vraiment une figure tragique. Elle cherche de l'aide partout. Elle va chez Maigrat, qui la rejette avec mépris. Elle va chez les Grégoire. Et elle revient avec des vieux vêtements. L'humiliation est totale. Mais ça la durcit aussi. Elle et les autres femmes, elles sont prêtes à tout endurer plutôt que de céder. La dignité avant tout. C'est poignant. Et juste avant la grève, il y a eu un accident grave. Un éboulement. Oui, Chicot est tué. Et Jeanlin, le fils Maheu, le gamin un peu sauvage, il a les 2 jambes brisées. Ça n'arrête pas. Ça renforce encore ce sentiment d'injustice, de fatalité lié à la mine. Et pour les Maheu, c'est une catastrophe de plus. Et au milieu de tout ça, Catherine. Elle finit par partir vivre avec Chaval. Oui, le rival brutal d'Étienne. C'est un coup dur pour lui qui logeait chez les Maheu et qui, tenait à elle. Les drames personnels s'ajoutent à la tragédie collective. Ça isole encore plus Étienne. La grève dure, la faim devient insupportable. La solidarité commence à s'effriter un peu. Certains veulent reprendre le travail. Oui, la tentation est énorme. Comment résister quand on voit ses enfants mourir de faim ? La compagnie parle de faire venir des ouvriers belges, des jaunes, pour briser la grève. La tension est maximale. Nouvelle réunion dans la forêt, mais l'ambiance a changé. C'est plus sombre, plus dur. L'enthousiasme du début a disparu. Reste une détermination farouche. Et la décision est prise, on continue la grève et on va empêcher les autres de descendre. Par la force s'il le faut. On sent que ça va basculer dans la violence. Les cris fusent. Mort aux traîtres, mort aux lâches. Le point de non-retour semble atteint. Et c'est sur ce point de tension extrême qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On a vu cette description vraiment crue de la vie à la mine, l'injustice sociale. La montée en puissance d'Étienne comme leader charismatique et cette décision collective d'entrer dans une lutte acharnée, quitte à utiliser la force. Oui,
Le livre explore vraiment les rouages de l'exploitation, mais aussi les différentes manières de réagir, de la résignation à la révolte, plus ou moins organisée, plus ou moins violente. Et ça pose une question fondamentale qui reste d'actualité, non? Quelle forme prend la quête de justice quand le dialogue semble complètement bloqué? Est-ce que la violence devient la seule issue face à une oppression qui semble sourde, systémique? C'est une réflexion profonde sur la condition humaine, sur la lutte pour la dignité. Germinal ne donne pas de réponse toute faite, mais il nous force à regarder ça en face. Absolument. De quoi continuer à y penser longtemps après.